Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Un jour un éveil, le podcast où on vous parle de spiritualité de manière décomplexée. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Philippe Rollin, qui est réalisateur de documentaires. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Bienvenue et merci de venir sur le podcast pour nous partager ton expérience de la spiritualité. Je vais te laisser te présenter, du coup, si tu veux bien. Je m'appelle Philippe, j'ai 34 ans, je vis à Angers et je vais me présenter, je pense plus autour de la spiritualité parce que c'est quelque chose qui s'est mis à beaucoup m'intéresser à partir de 2009 avec la découverte du livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et ça a été un peu ce qui a planté la première graine. Et puis voilà, ça faisait partie de ma vie, mais un peu en toile de fond. Et ça s'est mis à prendre le premier plan à partir de 2017, où je me suis mis à, à faire des expériences un peu plus concrètes et profondes, notamment en allant faire Vipassana. Et aujourd'hui, en fait, la spiritualité, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie dans tous les sens du terme, parce que mon activité professionnelle consiste à en parler, en fait, à un peu essayer de vulgariser ce que c'est, même si j'ai pas la prétention de tout à fait comprendre de quoi il en sort. En tout cas, voilà, ma vie tourne autour de ça, et que ce soit dans le film sur lequel je travaille en ce moment ou dans mes activités bénévoles à côté, à travers des cours de méditation, la vulgarisation de la CNV. C'est vraiment, en fait, ma vie consiste essentiellement à pratiquer ça et à le partager, en fait. Génial. Et alors, du coup, juste pour un peu définir et expliquer, tu parlais de Vipassana. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas? Alors, Vipassana, c'est une tradition de méditation, comme il y a plein de traditions de yoga, par exemple. Et Vipassana, ça signifie la vision profonde. Et alors, il y a plusieurs approches de Vipassana, mais moi, enfin, j'ai été initié dans la voie de celui qu'on appelle Goenka, qui est un Indien qui vivait en Birmanie, qui a été un industriel à succès qui est complètement tombé dedans pour au départ soigner des grosses migraines, et finalement il est devenu un peu le gourou, qui n'est pas forcément un terme péjoratif, de cette technique. Et aujourd'hui, en fait, c'est répandu dans le monde. Il y a des centres partout dans le monde de Vipassana. Il y a plus d'une centaine, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et en fait, ça consiste en une initiation radicale de 10 jours où on part faire une retraite. On s'engage de rester jusqu'au bout, même si on n'est pas prisonnier, hein. Il y a des gens qui partent en cours de route. On s'y engage parce que c'est des retraites assez intenses, avec notamment, en général, ce qui effraie les gens, c'est qu'à partir du moment où on commence la retraite, on ne parle plus pendant ces 10 jours. Mais c'est aussi qu'il y a un programme de méditation très intense. On fait jusqu'à 11 heures de méditation par jour, plus ou moins guidée, avec parfois des petits discours. Et en général, quand j'en parle à des amis, pour vachement vulgariser le truc, je leur dis, c'est un peu comme si tu arrives quelque part sans savoir nager et que le maître nageur te pousse dans la piscine et retire l'échelle et te dit, voilà, là, comme ça, on est sûr que tu vas apprendre à nager. Tu vas apprendre directement. Et Vipassana, ça fait un peu cet effet-là. Et donc toi, quand tu as vécu cette expérience-là, qu'est-ce que tu en as ressorti? Donc moi, je suis parti faire cette première retraite en Afrique du Sud. C'était assez particulier la manière dont ça s'est fait, mais en tout cas, Vipassana s'est pris d'assaut en France. Il y a beaucoup de demandes. Pareil, j'ai pas envie de donner de mauvais chiffres, mais je crois qu'ils reçoivent 3 fois plus de demandes que leur capacité d'accueil. Et du coup, c'était pas dispo en France, et moi je regardais sur mes dates de disponibilité, et c'est tombé en Afrique du Sud. L'histoire autour, je sais pas si on aura le temps de l'explorer dans le podcast, mais elle est assez dingue. Mais en tout cas, ouais, pour répondre à ta question, euh, quand je suis arrivé là-bas, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai eu l'impression de vivre un peu déjà quelque chose d'initiatique, une forme de rite de passage,
c'est pas forcément comme ça que Vipassana se présente, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que pour la première fois, je vivais quelque chose qui était à la fois très dur, peut-être la chose la plus dure de ma vie, et en même temps, la chose aussi la plus gratifiante. Et ce qu'en est ressorti, c'est pas mal de choses. Je vais te dire ce qui vient. Déjà, le sentiment par rapport à ma vie à moi, que j'aurais du mal à toucher le bonheur si j'amenais pas un peu de discipline dans ma vie. Il y a aussi, ouais, je pourrais rentrer un peu plus dans le fond de la pratique, mais ouais, de découvrir en fait la profondeur de. En fait, même pas, je commence une phrase, mais je sais pas exactement où je vais. Non, non, vas-y. Mais ouais, cette idée de réaliser que je peux être constamment conscient de mes sensations corporelles, de mes émotions, et que le fait de pratiquer ça va potentiellement changer ma vie. Alors ça paraît peut-être un peu opaque quand je le dis comme ça, mais en tout cas, ouais, de développer de plus en plus une forme de vigie intérieure. Mais au-delà de ça, enfin, ça, c'est pas forcément ce que j'ai expérimenté à l'issue des 10 jours. Ce que j'ai expérimenté, moi, qui a été enfin, hyper fort, ça a été d'avoir l'impression de me confronter à des choses que j'avais dans la tête, mais qui étaient comment je pourrais dire, très latentes, très en toile de fond. Donc, en fait, j'avais l'impression d'en avoir conscience sans en avoir vraiment conscience. Et d'un coup, là, quand tu pars faire ce genre de retraite, eh ben, elles viennent au premier plan. Et, et ce qui est troublant, c'est que c'est hyper dur de s'y confronter. On vit vraiment de sales moments. Mais une fois qu'on les traverse, eh ben, on découvre une espèce de joie libératrice qu'il faut goûter, parce que ça se passe presque de mots. Mais une fois qu'on a goûté ça, et ben, pour moi, ça a été un point de non-retour, en fait. Et je me souviens, mais ouais, d'un état de joie en étant sorti de cette retraite, et notamment de m'être retrouvé avec un pote que j'avais rencontré là-bas, dans une librairie, à pas avoir les mots pour essayer de lui parler de comment je me sentais. Et, et ouais, donc cette expérience-là, qui d'ailleurs c'est lentement étiolé avec le temps et ce qui souvent t'amène à retourner dans des endroits comme ça pour revivre le truc, un peu comme un addict. Mais en tout cas, ouais, de goûter une expérience de joie et qui est un peu innée, enfin propre à notre nature Qu'on a à l'intérieur de nous, ouais, tout à fait, en ouais. fait. C'est sans justement artifice, sans autre chose autour, mais juste en se reconnectant, comme tu disais, à son corps, à son esprit, à son cœur. Mm. Euh, Et alors, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu as dit. Tu as dit à un moment que ça t'avait euh, montré, en quelque sorte, que tu avais besoin d'une certaine discipline dans ta vie. Je trouve Mm. ça intéressant comme concept. Alors, est-ce que tu peux nous en parler plus maintenant au quotidien, justement, suite à ça? Qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Mm. Bah oui, et j'insiste bien sur. Je pense pas que la discipline soit une recette universelle. J'entends parfois des histoires de gens qui en ont trop subi parfois pendant dans leur vie, dans leur enfance. Moi, je crois que j'avais besoin de ça, mais voilà. C'était ton besoin, tout à fait. Et c'est pour ça, hein, vraiment, ces podcasts sont pour montrer que chacun son chemin. Donc, c'est vraiment ton chemin, tes Mm. besoins. Et donc, c'est pour ça et que c'est pour tout le monde, c'est différent, mais pour toi, c'est par là que ça passe. Ouais, tout à fait. Exactement. Et du coup, bah, ça c'est aujourd'hui concrètement dans ma vie, j'essaye de méditer 1 heure le matin. C'est ce que j'ai fait là avant ce podcast. Et en général, je me réveille et c'est dans la matinée idéale quand j'y arrive. Mais bon, voilà, ça fait à peu près 5 ans que je pratique ça avec quand même sérieux. C'est je me lève et je ne touche à rien d'autre que boire une gorgée d'eau, mettre mon réveil pour mon heure de méditation et partir et essayer de plus en plus avec l'expérience de garder une espèce de un petit carcan de silence entre le moment où je me réveille, je vais méditer et puis après je commence ma journée. Et, euh, et ouais, et du coup, je pense à une citation de Gandhi qui mettait un peu des mots sur ce que je vis à travers cette pratique-là, mais l'idée que
je crois qu'il parle de la prière, la méditation du matin et la prière du soir, comme étant un peu la clé du matin et le verrou du soir. Et en fait, quand tu t'accompagnes avec une discipline relative de ces pratiques-là, il y a quelque chose qui se sent enveloppé dans le quotidien. Comment dire, la journée va se dérouler beaucoup plus avec fluidité, quel que soit ce qu'elle va me réserver. Je sens que la comparaison est malheureuse, mais en tout cas, le disque dur va traiter les tâches une par une. Les choses vont être embrassées avec une forme de quiétude. Et en général, quand je la saute, cette petite méditation, c'est pas systématique, mais je remarque que rapidement, je peux rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la résistance, de subir sa journée ou sa vie. Voilà. Donc, c'est vraiment devenu un besoin, quoi. Ouais, tout à fait. C'est comme si tu mettais en ordre les choses avant même de commencer. Donc, du coup, après, c'est fluide. Ouais, tout à fait. Ouais, et c'est comme une douche, en fait. Enfin, Mhm, c'est quelque chose, c'est vraiment une hygiène intérieure mhm. où je remarque que parfois, il y a des gros dossiers à traiter dans l'urgence. Je dis pas que quand je vais faire ma méditation du matin dans mon quotidien, on peut pas aller traiter des trucs aussi profonds que ce qui va peut-être ressortir pendant une retraite vipassana. Mais en revanche, tous ces tracas quotidiens, un truc qui va vous stresser au boulot, une embrouille avec quelqu'un de proche, je sais pas ce que ça peut être, bah, je sens que c'est vraiment l'opportunité de le traiter, de décanter le truc, et du coup d'arriver un peu lavé dans sa journée, et pas habité par une espèce de tension qui est parfois même pas conscientisée. Et du coup, c'est une manière bah, de le gérer vraiment un peu frontalement, tous ces trucs-là, pour arriver ouais, un peu pur dans sa journée, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors justement, souvent j'aime bien aborder la routine spirituelle des gens. Donc toi, tu as ta méditation du matin. Est-ce qu'il y a d'autres choses au cours de ta journée, d'autres petites choses, alors qui ne sont pas forcément tous les jours, mais qui sont vraiment devenus des petits rituels réguliers? Alors, ouais, c'est vraiment plus de l'ordre de l'assaisonnement spontané, mais dans les trucs réguliers, bah, pareil, hein, de toute façon, c'est des cycles, hein. Il y a des moments où on est très connecté à cet état. Certains pourraient l'appeler Dieu, d'autres juste d'être dans la conscience, d'être dans le flow. Et moi, dans ma vie, ça va et ça vient. Et en fait, plus c'est là, plus je vais être dans un cercle vertueux. Et dans ce cercle vertueux, il y a vraiment l'idée de dès que je sens une forme de tension, bon, parfois, voilà, la vie exige de serrer un peu les dents. Il y a aucun mal à ça. Je sais pas, il y a une urgence à gérer, pas de problème. Mais par contre, dès que j'ai l'occasion, par exemple, ça va être donc je fume plus depuis belle lurette, mais ça va être d'aller prendre l'air et d'aller marcher lentement, par exemple, ou d'aller manger seul, parce que je sens que je sature un peu. Ça peut être aussi aller faire une sieste, parfois tout simplement. C'est juste enfin, des moments en fait où je prends soin de moi et où quand je sens qu'il y a un côté qui est speed, qui est fatigué, et ben je lui porte de l'attention. Et ça peut aussi parfois être aller me foutre dans un parc ou tout simplement quelques minutes faire un petit moment d'auto-empathie, me demander comment ça va et juste de laisser les choses venir. C'est comme des sortes de micro-méditations. Et voilà, au moment où je sens qu'il y a un petit besoin. Que ça monte, ouais, tout à fait. Oui, donc c'est une vraie enfin, conscience du corps, enfin, comme on dit, une vraie connexion en permanence du corps, de l'esprit, du cœur, de se dire en permanence, OK, je suis au centre et je me remets au centre et qu'est-ce qui est bon pour moi sur le moment et de l'appliquer. Ouais. Et alors, dans tes rencontres, parce que donc, tu es réalisateur de documentaires sur la spiritualité, sur des gens qui le vivent, qui l'expérimentent, qui le partagent, est-ce que tu peux alors, nous en parler un peu plus de qu'est-ce que tu faisais avant et puis qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire des documentaires et films sur ces sujets de spiritualité? Et ben la réponse, elle est sympa parce qu'elle est un peu caricaturale. Ok. Parce que moi, j'ai bossé dans l'audiovisuel. Ça a été que ma carrière, toute ma carrière était dans l'audiovisuel. Au début, j'ai commencé à travailler dans le cinéma, dans une boîte de production. J'étais assistant de production. Après, j'ai fait des petits making-of. Et après, patatras. Enfin, je dis patatras parce que j'ai pas l'impression que c'était quelque chose dont je rêvais particulièrement. C'est que j'ai fini dans les médias comme monteur. Et genre, pas n'importe quel média. J'ai travaillé pendant plusieurs années à BFM TV et à France Télévisions aussi pour les JT.
Et à BFM TV, je bossais pour une émission qui passait le soir, qui maintenant s'appelle Ligne Rouge, qui à l'époque s'appelait Le Grand Angle, où c'était un peu de l'investigation, mais version BFM. Donc voilà, ça passait pas non plus un an sur des sujets. Et bon, c'était l'aspect moins chaîne d'infos continue de BFM, mais c'était quand même, grosso modo, avoir une approche très rapide, traiter des sujets rapidement, faire du montage dans l'urgence. J'ai adoré mon équipe là-bas, j'ai rencontré plein de gens très sympas, je tiens quand même à les défendre, mais on était quand même dans une idée média de masse, et on traitait les choses avec une forme de superficialité. Et en tout cas, moi, ce qui me frustrait aussi parfois, c'est que j'avais l'impression que le monde avait besoin parfois d'ouvrir les yeux sur des trucs pas agréables du tout. Et j'avais un peu l'impression que ce genre de chaîne est très dans une logique un peu racoleuse, de servir aux gens ce qui va créer l'audimat. Et je donne un exemple parce que ça fait partie d'un des déclics qui m'a fait partir, enfin qui m'a donné envie de partir. C'était, on avait fait un super sujet sur la disparition des oiseaux dans les campagnes. Et pour une fois que j'avais un sujet qui me parlait, donc là j'ai vraiment mis tout mon cœur. On avait fait un beau reportage, très bien mis en scène, très dramatisé, et très bien dramatisé en tout cas. Et ça a été squeezé par, je sais plus ce que c'était que l'actualité, mais c'était encore un truc autour de Johnny. Et voilà, enfin, respect à Johnny, à sa grande carrière, mais je trouve qu'on est dans une époque où parler de ça pendant un an, c'était un peu disproportionné. Et ouais, je me rappelle de la rédac chef me répondant, bah ouais, c'est un peu la loi de l'audimat, quoi, ça intéresse pas les gens, le zoo dans les campagnes. Et j'étais là, bah ouais, mais bon, la planète est en train de crever. Et du coup, ce serait bien de trouver le juste, un poids, deux mesures. Et en fait, moi, ça m'est revenu en parlant, c'était pas exactement ça. Je me rappelle, ce sujet était passé à la trappe et il me proposait un gros sujet de documentaire. Parfois, ça signifiait pour nous les monteurs 3 semaines de montage intensif sur un seul sujet. Et j'accepte volontiers parce que investigation, profondeur, ça me plaisait bien. Et je dis, mais alors c'est quoi je dis oui trop vite, puisque j'ai pas demandé pas le sujet. Et elle me répond, bah, le sujet, c'est un an sans Johnny. Et là, j'ai eu un espèce de. En fait, j'ai trop mal dormi tout le week-end et je suis revenu le lundi et j'ai dit, en fait, je suis désolé, mais je le fais pas. Et c'était assez surpris qu'un monteur se paye le luxe de dire, en fait, il nous demandait comme l'autorisation, mais bon, je dis non. Et assez peu de temps après, bah, je me suis retrouvé à. Ça amène aussi pourquoi je suis allé vers tout ça. C'est que bah, je suis parti faire cette retraite de méditation en Afrique du Sud, qui pour moi a changé beaucoup de choses, et notamment il y a eu une expérience particulière de pardon, peut-être, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais qui a été un peu une expérience mystique pour moi là-bas, outre ce que je t'ai déjà raconté. Et l'autre truc, c'est que donc il y a eu cette expérience spirituelle très forte, qui a un peu déchiré le voile de la réalité, et où je me suis dit, enfin, j'avais vraiment d'un coup une foi et l'expérience qu'il y avait autre chose. Et à côté de ça, à la lecture de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, et ben là, il y a eu vraiment un appel à parler d'effondrement et à parler de ce qui est en train de se passer sous l'angle déclin de la planète. Et voilà, et le fait que nos vies allaient changer. Alors je sais pas comment, enfin, je savais pas comment et je sais toujours pas comment, mais clairement le statu quo ne va pas durer, et ça partait vraiment de ce sentiment d'urgence et même de cette détresse au départ, de vouloir faire un film qui, 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 qui part de ce constat. Oui, donc c'est vraiment enfin, incroyable, encore une fois, c'est être dans un milieu bah, voilà, qui te correspondait pas forcément, mais où il y avait des choses qui se correspondaient, et en fait avec un déclic à un moment sur la planète, sur nous, sur on est là pour quoi faire. Ouais. Et du coup, justement, après ce déclic, donc tu démissionnes, et donc après, comment ça se passe pour toi? Comment les choses se mettent en place? Mm. Alors très exactement ce qui s'est passé, c'est que je bossais, donc il y a le première expérience Vipassana en 2017. À cette époque-là, je travaillais encore à BFM TV, mais je commence à moins y travailler. Et en fait, j'ai l'occasion d'aller travailler à France Inter, dans le pôle vidéo là-bas. Et je fais un remplacement. Je remplace une personne qui était en congé mat.
Et en fait, l'expérience se passe pas bien du tout. Elle dure que 2 semaines, enfin, pendant ma période d'essai. Et je me retrouve un peu sur le carreau à l'issue de cette période d'essai. Sur le coup, je le vis pas bien. Et du coup, en fait, moi, j'étais dans les petits papiers de cette équipe BFM et je pouvais très bien retourner bon, un peu comment je pourrais dire, en ayant un peu perdu la face parce que j'étais parti en fanfare, je pars en France Inter, puis je reviens 2 semaines après. Mais au-delà de ça, j'aurais pu et je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie. Et en fait, avec le recul, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était comme une main invisible qui m'avait donné un prétexte pour me retirer de ça. Mais cette main invisible m'a immédiatement lâché un peu dans la nature, un peu débrouille-toi. Mais en fait, c'est pas débrouille-toi du tout parce qu'il y a eu beaucoup de signes. Et les signes, en fait, j'y crois. J'y crois pas, genre de vouloir surinterpréter constamment le moindre truc qui se passe dans son quotidien. Mais parfois, il y a quand même des trucs vraiment troublants et en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a signe au moment où vraiment ça touche quelque chose de profond en termes d'émotion quand tu le vis. Et là, en l'occurrence, je me suis retrouvé donc déjà à lire ce bouquin de Pablo Servigne parce que j'avais le temps. Et ça m'a provoqué une vraie crise de d'éco-anxiété, en fait. Une vraie de vraie, hein, moment où je me suis mis à en parler tout le temps à mes amis. J'étais devenu le relou de service, l'oiseau de mauvais augure. Je me rappelle un pote qui m'écoute lui raconter tout ce que je perçois comme catastrophe à venir. Et donc, il dit rien. Et puis, quand j'ai fini, il me dit, OK, mais du coup, tu vas pas te mettre à parler de ça tout le temps. Et j'étais là, waouh, OK. Bon, c'est lui, ce sera pas mon confident sur le sujet. Et donc je me retrouve un peu perdu, non seulement pas de boulot, mais en plus avec cette angoisse. Et en fait là, le signe en question, c'est je recroise juste à côté de chez moi, dans un angle de rue, à l'époque je vivais vers Barbès, je recroise l'équipe de film avec laquelle j'avais travaillé, dans lequel à l'époque je travaillais dans le cinéma. Et en fait, c'était cette même équipe qui était en train de travailler sur le film La Daronne avec Isabelle Huppert, qui était en train de bloquer tout le quartier, donc en état de méga urgence. Et je crois cette équipe qui venait, dont le chef opérateur venait de m'envoyer un mail sur le making-of que j'avais fait avec eux, disant c'est vraiment super ce projet que tu as fait, top. Donc premier signe, je me reconnecte un peu avec l'univers de la réalisation du cinéma. Et le lendemain, je croise une copine scénariste qui bosse vraiment aussi dans le cinoche et qui en plus est à fond dans ces sujets là qui nous lient autour de la spiritualité, développement personnel. Et le surlendemain, ma compagne euh, m'emmène à une projection de Après-demain, le film sur les conséquences du film Demain, et ce, en présence de Cyril Dion, qui a cette phrase pendant la projection. Donc là, on est vraiment 3 jours d'affilée, et qui parle vraiment de l'importance aujourd'hui dans le changement de paradigme, vraiment de créer de nouveaux récits. Il dit vraiment c'est presque le socle pour emmener ce monde dans une transition. Et là, moi, enfin, coup pour coup, le cinéma qui revient, ma copine scénariste qui réapparaît, et cette projection où m'emmène Laetitia. Et bah, à cette époque-là, je voyais aussi, c'est important de le préciser, une coach pour tenter d'aller vers quelque chose qui me correspondait plus. Et je vais la voir à la séance à l'issue de ces 3 jours en lui disant je vais faire un film. Alors, je savais pas exactement encore quoi, mais en tout cas qui parle de cet effondrement et qui parle euh, de spiritualité. Et à l'époque, je savais pas encore bien comment, mais c'était vraiment l'idée que la spiritualité allait pouvoir venir au secours de ce qui était en train de se passer. Et donc aujourd'hui, Et donc ça, c'était 2010. en début 2019 que je parle de ce Ok. projet. Et aujourd'hui, on est donc en juillet 2022. Et aujourd'hui, bah, j'ai ma boîte de production. Je vis à Angers. Le film, il est quasi terminé. Et en fait, on a fait un documentaire qui s'appelle À la racine, avec une équipe qui s'est fait au gré des rencontres. Et donc, j'ai créé ma boîte de production pour faire ce projet. Et ce projet, donc c'est vraiment la question de base, c'est s'interroger sur les racines spirituelles de la crise écologique. Et pour y répondre,
on est parti dans 3 communautés en France qui allient à leur tradition spirituelle une dimension vraiment écologique. Et du coup, l'idée, c'est d'aller dans ces lieux pour vraiment observer et interroger ce dialogue fécond entre une forme de militantisme pour la planète et vraiment ce travail intérieur et cette démarche spirituelle. Et en fait, il y a vraiment toute une littérature, beaucoup de gens qui ont pensé cette question-là, ce lien. Et du coup, ça a été un tournage hyper riche. Et la dernière chose que je peux partager pour ceux qui écoutent, c'est que on s'est complètement lancé dans l'autoproduction. Au début, on est un peu parti sur quelque chose d'un peu officiel. Il y a des producteurs qui étaient intéressés, mais qui nous disaient votre sujet, il est un peu radical, va peut-être falloir le poncer un peu pour que de futurs diffuseurs acceptent de le diffuser. Et puis aussi, ça prend du temps. Il va falloir être patient aussi sur plusieurs années. Peut-être que ça va se mettre en production. Et avec Boris, le caméraman, Valentin, Laetitia et toute la petite équipe qui s'est fédérée autour du projet, il y avait un peu un sentiment de en fait, on a le matériel, on a l'équipe, on a les lieux. Non, n'attendons pas. Ça peut être un peu casse-gueule comme approche, hein, parce que c'est important de bien préparer son projet de film. Mais en tout cas, on est parti assez rapidement en production et en décembre de l'année dernière, on a fini une campagne de crowdfunding sur un mois qui était un peu l'aboutissement de notre première année et demie de tournage. Et elle a super bien marché. En fait, il y a eu un vrai engouement derrière le projet. On a eu plus de 800 soutiens. Au début, on avait un premier palier de 15 000 euros pour aider à soutenir le projet. Et en fait, on a levé 44 000 euros pour nous soutenir. Et du coup, ça a donné une vraie crédibilité au projet. Nous, ça nous donne des moyens vraiment pour aller au bout de notre ambition. Et puis aussi, ça nous a donné vachement d'énergie à croire en ce qu'on faisait et à passer de travailler dans l'ombre dans notre petit projet où on était soutenu par les communautés qui nous ont acceptés, mais ça se limitait à ça. Et d'un coup, là, être toute une communauté autour du film et de voir que c'est un sujet qui est mûr, enfin voilà, c'est important. C'est important d'en parler. Il y a déjà, comme je disais, beaucoup de littérature qui parle de cette thématique-là, mais en documentaire, pas encore trop. Et voilà, du coup, on l'amène dans la version peut-être ciné, on verra comment il sera diffusé. Et alors, est-ce que justement, pour le moment, tu as de la visibilité sur quand est-ce qu'il sera diffusé ou en tout cas disponible? Je suis celui qui suis censé avoir le plus de visibilité parce que je m'occupe aussi du montage et que ce projet, je le chapeaute depuis le début. Mais c'est vraiment un long projet. Ce film, il m'a sans arrêt appris que, enfin, je posais des dates et en fait, c'était toujours plus long. Par exemple, la campagne de crowdfunding, j'ai imaginé la lancer initialement en septembre 2021, puis finalement en mars, non, qu'est-ce que je raconte? En septembre 2020, puis finalement, j'ai décalé la date à mars 2021 et finalement, on l'a lancé en novembre 2021. Donc, ça donne un ordre d'idée en fait, c'est toujours plus long que ce que tu imagines. Surtout que c'est mon premier film. Mais là, j'espère, avec la gestion d'autres projets, l'arrivée d'une petite fille bientôt, euh, j'espère qu'à l'automne de l'année prochaine, le film sera terminé. Sachant que là, on a vraiment fini tous nos tournages dans les communautés et c'est essentiellement maintenant un travail de montage des très nombreuses interviews qu'on a et, euh, et également de construction de montage et de ce qu'on appelle la post-production, quoi. Tout ce qui est composition de musique, construction du plan de montage. Voilà, c'est un travail de longue haleine, Oui. passionnant, mais très, très minutieux et très lent. La dernière chose que je peux dire, c'est que on nous a- peut avoir deux approches, par exemple dans le documentaire, mais aussi dans la vie. On peut essayer de vachement écrire le truc, et du coup, ça fait qu'on fait des tournages qui vont plus vite. Mais nous, ça n'a pas été notre démarche parce que on avait le luxe d'avoir le temps et qu'on a voulu vraiment se laisser surprendre et d'être dans une enquête sincère. Donc en effet, moi, il y a plein de trucs que j'ai vraiment appris. J'étais ouvert, je savais pas ce qui allait se passer, ce qui allait nous être dit. Mais par contre, du coup, on a 4 fois plus filmé et ça demande d'écrire le film en montage. Et du coup, là, je me retrouve avec des trucs de ce qu'on appelle de mind mapping, c'est-à-dire des espèces de collages de post-it. Mais c'est kafkaïen, ça fait mal au crâne quand on regarde.
Et voilà, ça demande de se baigner dans ce chaos pour en faire sortir quelque chose d'harmonieux. Et ça, c'est beaucoup plus long. Et justement, j'avais une question sur tout ce que tu as vécu, enfin ce que vous avez vécu lors des interviews et puis de ces rencontres avec ces communautés. Si tu avais une expérience ou un moment ou vraiment quelque chose qui t'a marqué très fort lors de ces expériences-là, est-ce que tu pourrais, un petit, tu sais, un petit spoiler du un petit documentaire du film? En fait, il y en a plein. Oui, j'imagine. Il y en a plein. J'ai des trucs qui me reviennent dans chacune des communautés. Il y a des souvenirs qui me viennent, quoi. Et sachant qu'on a aussi fait des interviews autour des communautés de gens qui sont des figures de ces questions-là, autour de la spiritualité, du développement personnel. Un Est-ce moment que toi, particulier. par exemple, ouais, enfin, par rapport à toi, justement, en fait, quelque chose que tu as vécu. Bah, déjà, moi, il y a un truc que j'ai envie de... Parce que ça se connecte au thème du podcast. Ce que je répète souvent au travers de ce projet de film, c'est que je pense que ce projet de film est mon chemin dans cet instant de vie et que je le dis à partir de retours que m'a donné mon équipe et les gens qui m'entourent. Ils ont vraiment senti à quel point ça m'a fait mûrir ce projet de film. Il y a eu un peu la notion d'appel, genre je dois faire ce film. Et après, de pas lâcher, parce qu'il y avait plein de moments où c'était hyper dur et où j'aurais pu avoir la tentation de lâcher, parce que voilà, c'est très dur de tenir un projet de A à Z, surtout quand au début tu n'as aucun soutien et que tu le fais tout seul. Mais vraiment, ouais, ça a été. Je pense que j'aurais pu faire 15 retraites Vipassana, ça m'aurait pas fait mûrir pareil que ce film. Et du coup, j'ai vraiment le sentiment que quand on a la chance d'avoir trouvé un peu quelque chose qui nous correspond, qui est un peu notre voie. Moi, j'ai l'impression que je dois faire ce film. Et bah, c'est pas pour autant que ça va être facile, mais je pense que c'est vraiment, voilà, le sentiment que sous plein d'aspects, le côté croire en soi, le côté tenir bon, que ce soit dans les moments de grâce comme dans les moments très difficiles, ça m'a appris beaucoup. Euh, Après, dans les moments particuliers, bah, ouais, je pourrais te répondre tellement de trucs. Il y a eu de sublimes rencontres d'interviews. J'ai envie de l'anglais un peu apprentissage, et notamment le plus frais. Là, c'est ce qui est le plus vivant, c'est qu'on revient de notre dernier tournage au village des Pruniers. On y était pour pour les 40 ans du village des Pruniers. Et, euh, et en fait, bah, on est arrivé là-bas et parfois on doit attendre vachement avant de faire un tournage. Là, avec le Covid, en fait, on attendait que la communauté réouvre ses portes à ce qu'ils appellent les amis laïcs. Donc, en grosso modo, tous les gens de l'extérieur qui viennent vivre des temps de retraite là-bas. Et donc, on y allait pour un gros événement, le 40 ans du village des Pruniers. Il y avait des centaines et des centaines de personnes là-bas. Et à la fois, moi, en tant que réalisateur, je vivais le côté pression constante de mettre des choses dans la boîte on était là-bas pour 2 semaines et de vraiment de filmer. Et donc rapidement, bah, ça c'est un piège parce que on peut rentrer dans un rapport aux gens et à notre présence sur place un peu comme un moyen, quelque chose que voilà, on est là pour faire un film et en fait on dépasse on dépasse enfin ce qu'on vit, en fait c'est un prétexte, c'est donc un moyen quoi. Je sais pas si je suis clair, mais euh, mais du coup on est plus vraiment là en fait. On est tendu vers un but et à côté de ça, et bah, si jamais on commence à trop rentrer dans bah, je suis là pour vivre le truc et je me sens quasi comme quelqu'un qui vient en retraite pour profiter de chaque instant, et bah, il arrive des choses comme il nous est arrivé, de un peu trop se détendre. Ah, on a filmé deux, trois trucs sympas. Là, il y a une marche méditative dans la forêt. Et bah, je dis mot pour mot à mon caméraman Boris, non, non, mais là, pose la caméra, on va en profiter. Et en fait, on a été témoin mais de la séquence qu'il nous fallait, peut-être l'une des séquences de grâce les plus incroyables du film, sauf qu'on n'avait pas de caméra, tu vois. Et là, tu vois, on vit un truc entre, mais je trouve que c'est un enseignement spirituel que m'a fait vivre constamment ce projet. C'est, bah, en fait, je suis là, le moment présent, je dois le vivre, en fait. Si jamais je parle à quelqu'un et que je me dis, mais en fait, cette personne, elle est un moyen pour faire mon film, et en fait, je ne suis pas vraiment avec elle, et je la vois comme un moyen, bah, je suis plus dans l'échange, je suis plus dans quelque chose de sincère, spontané, et en fait, je suis même pas là. Et je passe un sale moment sur ce tournage.
et en même temps une espèce de petite tension, une petite vigie en disant bah, je suis là pour faire un film. Et tu vois, c'est une espèce d'équilibre entre les deux qui est très intéressant parce qu'on peut l'avoir un peu dans la vie aussi. Ouais. Et tu vois, le film, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais sans arrêt, il m'apprend une forme d'équilibre entre une forme de lâcher prise et de vigilance, quoi. Oui, complètement. Puis je pense qu'il y a cette chose aussi de quand on est dans le monde de la spiritualité, c'est marrant, c'est une question que j'aime beaucoup poser en ce moment de comment équilibrer dans le quotidien le fait d'être dans le moment présent, le fait d'être dans le futur, dans le passé, et puis c'est mon conjoint qui m'a fait, il me dit, oui, mais parfois toi tu es dans le moment présent, mais t'es pas là, puisqu'il y a ce côté spiritualité où on est ailleurs aussi en étant dans le moment présent. Et donc en fait, ça fait 4 dimensions au final. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est après cet équilibre dont tu parles, de profiter en étant dans le moment présent, mais qui n'est pas exactement le moment présent, parce que c'est un moment dans cette spiritualité, mais tout en restant dans le vrai moment présent de ce qu'on doit faire et de ce qu'on doit vivre en fait. Mmh. Donc c'est que ça met une dimension en plus en fait dans le moment présent. Tout à fait. Ouais, et puis c'est-à-dire que le commandeur, c'est marrant, j'en ai parlé avec Boris, qui est le caméraman d'À la Racine. Et, et en fait, j'ai l'impression que parfois il y a aussi cette croyance que le moment présent dont parle Eckhart Tolle, dont parlent grosso modo toutes les traditions, euh, toutes les spiritualités, et ben, que ça va être un peu une espèce de parenthèse, un peu féerique. Et en fait, le moment présent, enfin, ça peut être changer la couche de sa petite fille, euh, être en train de gérer son planning. Euh, le moment présent, enfin, parce que quand t'en parles aussi un peu comme un ailleurs. Ouais. Et en fait, bah, je vois ce que tu veux dire, mais pour ceux qui écoutent et qui se disent, mais c'est quoi le moment présent? J'insiste vraiment sur le fait que euh, c'est simplement être totalement à ce qu'on fait Tout à et fait. que quand on y est, ça crée une autre dimension un peu magique, mais c'est pas aller chercher autre chose dans ce qui se passe, quoi. Enfin, en fait, c'est même le contraire. Exactement, c'est ça, c'est cet équilibre-là, de réussir en fait dans ce qu'on est en train de faire. Ouais, tout à fait. C'est qu'en fait, on est tellement dedans que ça devient Ouais. magique, quoi. Mais il se passe, enfin, Vipassana m'a vachement appris ça. C'est que on part là-bas, on se dit, ah, je vais vivre des expériences fantastiques, et on se retrouve pendant 3 jours et demi à se concentrer sur sa respiration, et c'est insupportable. Au début, en tout cas, il y a un côté mais hyper trivial. Et t'es là, non, non, mais attends, moi, je suis venu pour vivre des expériences spirituelles, et là, je suis sur mon souffle, enfermé dans cette salle, j'ai mal au dos. Et en fait, mon esprit, il a une envie d'ailleurs, d'expérience extatique. Et ce qui est hyper paradoxal, c'est que moi, l'expérience extatique, j'ai fini par la vivre, mais à travers, d'une certaine manière, la trivialité du moment présent, quoi. Et je repense à Thich Nhat Hanh, qui est le fondateur du village des pruniers, qui était un maître zen reconnu, qui est mort il n'y a pas longtemps. Et lui, ouais, c'était simplement être totalement à ce qu'il faisait. Et je note ce petit exemple parce il m'a marqué. Paraît-il que, par exemple, dès que ses intendants allaient le voir pour lui dire que c'était l'heure d'aller bouffer, eh ben, il arrêtait immédiatement ce qu'il faisait. Et en fait, il tordait jamais le cou au moment présent. Il était toujours, il était jamais dans l'urgence à se dire, ok, bah, je finis vite ma calligraphie ou vite mon paragraphe de bouquin. Il est toujours là avec ce qui est et voilà, il se débrouille pour être sans arrêt dans un rapport apaisé avec le temps, quoi. Il a Mhm. autant de temps que nous, 24 heures, mais il est jamais speed, quoi. Ouais. Parce qu'il est toujours là, en train d'honorer ce qui doit être fait, quoi. Oui, tout à fait, c'est une vraie. Mais après, c'est une vraie quête, je pense aussi, parce que dans notre société, dans le fonctionnement de ce qu'on vit depuis voilà, notre naissance, c'est pas du tout ce qu'on nous a appris. Donc, Office, c'est aussi déconstruire, et je pense que c'est un peu ça ce qui se passe dans ces retraites Vipassana, c'est un réapprentissage. Moi, je le vois comme un reset de, OK, on remet les choses dans l'ordre parce qu'on n'a pas appris comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus dans l'ordre des choses. Ouais, exactement, complètement. Une espèce d'opportunité de se déconditionner. Complètement. Ouais. Ouais.
Et après, c'est pour ça que je pense qu'on a cette envie d'y retourner. C'est que bah, bien sûr, en revenant dans notre réalité, dans notre quotidien, on se reconditionne dans l'autre sens. Et donc, il faut faire des petits rappels de temps en temps pour réussir à avoir cet équilibre. Encore une fois, hein, c'est une question d'équilibre et puis de besoins aussi en fonction, comme tu disais, de cycles. Je pense que c'est aussi très important de respecter ces cycles tout au long de sa vie. Il y a des moments où on a beaucoup plus besoin, il y a des moments un peu moins. Mm. Ouais. Bon, incroyable. Et est-ce qu'il y a encore un moyen de soutenir le film à la racine ou voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut retrouver en attendant sa sortie? Bah, déjà, grâce à cette campagne de crowdfunding, cette campagne de financement participatif, et il y a une bande-annonce du film et il y a des extraits de ce film qu'on peut retrouver sur la page Ulule d'À la Mhm. Racine. Ok. Donc vous allez sur le site Ulule, qui est une des grandes plateformes de crowdfunding en France, et vous tapez À la Racine, et normalement le projet il ressort. Je crois qu'il y a 6 ou 7 projets qui ressortent, et À la Racine, donc c'est le seul projet vidéo. Ok. Et là-dessus, il y a vraiment tout le film qui est expliqué, la bande-annonce, un extrait par lieu, et vraiment ces extraits, ils ont vocation de présenter les lieux en les connectant à la thématique du film. Donc ça, c'est une première chose, c'est pour pouvoir découvrir vraiment ce projet un peu plus profondément. Et sur cette même page, il y a un lien vers un site filet qui permet pour ceux qui auraient raté la campagne de crowdfunding mais qui veulent encore soutenir le film. Et nous, on a encore des besoins. Donc après, on essaye de les financer autrement. Mais il y a encore des gens qui participent de manière spontanée. Et donc le site s'appelle Ocpal. Et donc il y a le lien sur notre page Ulule. Et en fait, les gens peuvent soutenir le film, mais ils peuvent aussi encore demander des contreparties qui étaient sur notre page Ulule. Il suffit juste d'envoyer un petit message en même temps que la contribution. Qu'est-ce Et, qu'il y avait par exemple comme contribution? il y a donc pareil, ça, elles sont toutes en détail sur le Mhm. sur le site, mais pour donner des exemples, il y avait déjà le lien VOD du film à sa sortie. Donc ça, c'était le premier palier. Je crois qu'il était à 15 euros. C'est préacheter le film d'une certaine manière tout en nous soutenant. Il y a, possibilité d'avoir des interviews ou toutes les interviews du film en intégralité. Il y a la possibilité, alors il y avait de contribuer à une plantation d'arbres, mais là, celle-là, elle a déjà eu lieu. Donc ça, c'est trop tard. Aussi de recevoir le bouquin qui a inspiré le fait d'aller dans ces lieux éco-spirituels. Un bouquin qui s'appelle Sur la terre comme au ciel, d'une dame voilà, qui a été importante dans le processus du film, puisqu'elle a été vraiment celle qui nous a permis, par son travail d'investigation sur tous les lieux en France éco-spirituels, de donner corps à ce projet. Moi, je ne connaissais pas l'existence de ces lieux avant de tomber sur son bouquin. Donc ça, il y a des contributeurs qui vont bientôt recevoir le bouquin dédicacé. Et après, tout ce qui est dans l'ordre de ce genre de projet, de pouvoir venir à la projection test, à l'avant-première, euh, et puis pour les très généreux contributeurs, de venir carrément faire une visite guidée dans les lieux par les gens du lieu. Voilà. Incroyable. Ok, trop bien. Bah, je mettrai tout ça dans le descriptif. Comme ça, vous pourrez retrouver les informations et puis n'hésitez pas à aller soutenir le projet. Et puis, dans tous les cas, c'est ce que je propose à tous les invités. Ça, c'est la saison 1. Donc, on vous présente et après, il y aura une saison 2 où on viendra approfondir sur un sujet. Donc, on verra si à ce moment-là, le film sera sorti, on pourra approfondir ou si on ira sur un autre sujet. En tout cas, je te remercie encore énormément pour ta participation, tous ces échanges, et puis à très vite, Philippe. Merci beaucoup. À très vite.